Le départ de la force de l'EIAC de la RDC vient de s'achever ce jeudi. 89 derniers éléments kenyans ont pris l'avion dans la journée. Puis à l'international, le projet d'interconnexion électrique Mali-Mauritanie a connu un nouvel investissement de 303 millions de dollars américains. Ce fonds vient du Fonds africain de développement. Ce projet vise à conduire le développement dans la région de l'Afrique subsaharienne. C'est l'heure de vous informer dans cette grande édition sur Géopolis Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est a achevé ce jeudi sa sortie de la République démocratique du Congo. Le dernier contingent kenyan ayant été sur le théâtre des opérations a quitté le Nord Kivu. Il ne reste plus que les militaires du quartier général de cette force basée à Goma. Selon le calendrier du retrait, c'est le 7 janvier 2024 que les membres de la force régionale seront tous partis de la RDC. Patrick Ilunga. Selon le commandant de la force régionale d'Afrique de l'Est, Alphaxar Kyougou, ces troupes quittent le Congo avec un bilan où les succès ont été entachés par quelques échecs. Le général kenyan a déclaré que la force avait rempli son mandat, mais regretté que les groupes armés soient depuis retournés dans les zones qu'ils avaient précédemment quittées. Malgré les succès, il reste un certain nombre de points de friction, en tête desquels figurent les postures de divers groupes armés dans les zones libérées par la force régionale, le retour du M23 dans les emplacements initialement libérés, la prolifération des groupes armés exploitant les lacunes existantes, les affrontements entre les groupes armés, la propagande négative contre la force régionale, la lenteur des progrès du programme de désarmement, démobilisation, relèvement et stabilisation communautaire, a-t-il déclaré lors d'un point de presse tenu au quartier général de la force à Goma. Cette force, qui était composée des troupes burundaises, kenyanes, ougandaises et sud-soudanaises, avait été déployée dans l'est de la RDC en novembre 2022, à un moment où les rebelles du mouvement du M23 avaient réalisé d'importants progrès en s'emparant des zones frontalières du Rwanda et de l'Ouganda, à savoir Bunagana, Rutshuru, Rumangabo dans le nord Kivu, ce qui constituait une menace pour Goma et ses environs. La durée de son mandat était initialement de 6 mois, mais a ensuite été prolongé jusqu'au 8 septembre 2023, puis jusqu'au 8 décembre 2023, après quoi le gouvernement de la RDC a pris la décision de ne pas renouveler cette force en RDC. Et puis cette information en bref, le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé mardi 19 décembre à New York pour 1 an, soit jusqu'au 20 décembre 2024, le mandat de la MONUSCO. Cet organe de l'ONU a maintenu les 3 tâches prioritaires de la mission onusienne en RDC, conformément à l'accord conclu avec le gouvernement congolais sur le plan de sa transition révisé. Parmi ces tâches, la protection des civils, le soutien au désarmement, à la démobilisation, la réintégration et la stabilisation, ainsi que le soutien à la réforme du secteur de sécurité. Et puis on va parler des élections. La centrale électorale a tenu le pari d'organiser les scrutins combinés à la date prévue dans le calendrier électoral. Force est de constater que beaucoup d'électeurs n'ont pas pu voter pour diverses raisons, dont l'arrivée tardive des matériels électoraux. Concernant le retard constaté à certains endroits lors du déploiement des matériels électoraux, le président de la CENI, Denis Kadima-Kiazadi, avait rassuré que le vote aura lieu ce jeudi pour les bureaux qui n'ont pas ouvert leurs portes mercredi. Nous faisons un retour sur ces propos dans cet extrait choisi par Dieudonné Bonali. Les difficultés s'appliquent à travers tout le pays parce que vous savez, notre pays a quasiment les mêmes caractéristiques en termes d'infrastructures. Le gros du pays est pendant la saison pluvieuse et toutes ces difficultés-là ont fait que on soit obligé d'ajouter un jour pour ces bureaux de vote qui n'ont pas pu s'ouvrir. Mais d'une façon générale, c'est des sites de vote localisés de façon éparse. Je ne peux pas vous dire que c'est concentré dans une zone géographique. Toutefois, quand vous regardez les statistiques, vous allez voir que il y a
provinces comme celle de Bazuélé, qui a ce problème-là. Kinshasa est mitigé parce qu'au début, ça a été la participation, disons, le taux d'ouverture était bas, mais graduellement, ça s'est amélioré dans la soirée. Bon, il y a le Kwilu aussi où nous pouvons mieux faire et ça sera parmi les provinces qui ont ce besoin-là. Non, ça ne peut pas toucher à la crédibilité, au contraire, c'est une démonstration que nous voulons accorder le même droit à tous les Congolais parce que les Congolais, comme partout au monde, doivent jouir des mêmes droits que tout le monde. C'est une question d'égalité de droits. Donc, si les uns ont pu jouir de leur droit de vote, c'est important que les autres qui n'ont pas eu cette occasion puissent aussi accéder au vote. Donc, c'est plus une question de justice qu'une question d'illégalité. Aujourd'hui, nous avons couvert le plus grand nombre de gens, pas moins de 70%. Donc, demain, pas moins de 70% des électeurs. C'est une estimation hâtive, mais tout compte fait, le gros des gens ont pu voter aujourd'hui. Ceux-là qui n'ont pas pu le faire, ça sera demain et je ne pense pas que ça sera, vous verrez vous-même, ça ne sera pas le même type d'engouement. C'est une pratique à travers le monde. Si pour une raison ou une autre, peut-être beaucoup de neige, dans notre cas, la pluie, quand il y a ce type de difficultés, vous n'allez pas dire non, c'est Dieu qui l'a voulu. Non, vous allez permettre aux gens de participer au vote parce que c'est leur droit le plus légitime. On va rester dans ce quatrième cycle électoral organisé ce mercredi 20 décembre par la Commission nationale électorale indépendante en République démocratique du Congo qui a connu un engouement dans la capitale comme à l'intérieur du pays. Les Congolais se sont réveillés tôt dès 6 heures du matin et pour se rendre, pour aller accomplir leur devoir civique jusqu'à tard dans la soirée. Comment le vote s'est déroulé? Suivez ici, nous faisons un résumé du déroulement dans les provinces du Kwilu, du Nord Kivu et du Kasaï oriental. Francine Moukeba et Patience Lokeke. J'aimerais ici dire que le processus en général de vote a été entaché de beaucoup d'irrégularités. Tout va de l'ouverture des bureaux de vote. Déjà, il faut dire que là, il y avait pas de respect tel que prévu dans la loi. La loi qui prévoit que les bureaux de vote qui devaient déjà s'ouvrir à 6 heures, mais nous avons assisté à une ouverture tardive, pratiquement vers 9 heures, 10 heures, 11 heures. Et cela était dû parfois par des causes inconnues que nous ne maîtrisions pas. Tantôt, ils ont ouvert les bureaux avant, mais pour débuter cette opération de vote, ce n'était pas facile parce qu'il y avait des machines qui n'étaient pas en bon état, en dépit du fait qu'elles ne s'allumaient pas. Il y avait des machines qui plantaient, des machines qui tombaient en panne, en cascade. Et ce qui a fait que beaucoup de bureaux au sein de beaucoup de centres de vote, le vote ou l'opération de vote dans chaque bureau a débuté avec un léger ou un grand retard des fois. Alors, la deuxième des choses, c'est que nous avons constaté quand on a débuté les opérations de vote, il y a eu l'absence de nom de beaucoup d'électeurs sur la liste affichée par la CENI, alors qu'ils se sont enrôlés parfois à ces centres d'inscription. À son retour, quand ils s'y rendent pour se rendre compte si son nom est apparu, mais beaucoup de citoyens, beaucoup d'électeurs se sont rendus compte que leur nom n'était pas repris sur cette liste. Et cela était à la base de beaucoup de tensions déjà au sein de centres de vote, au sein des sites. Et aussi, il y avait beaucoup de citoyens n'ayant pas de carte d'électeur lisible, n'avaient pas accès de voter. Déjà, cela diminuait très considérablement la participation des citoyens à ces droits de vote. En attendant la publication provisoire des résultats par la Commission électorale nationale indépendante, la population congolaise étant témoin de ces processus chaotiques, de ces processus entachés de beaucoup d'irrégularités, en toute liberté d'esprit, il faut le dire, j'invite la population congolaise à user des voies démocratiques
des valeurs citoyennes pour faire face à toutes les manœuvres possibles. Moi, je me dis, ça ne sert à rien aujourd'hui de se livrer à la violence, de casser les choses ou bien de vouloir se lancer dans des violences, des discriminations, des haines tribales pendant ce moment, surtout post-électoral que nous allons gérer beaucoup de crises. Nous avons recouru plusieurs fois à ces pratiques, mais ça ne nous a pas fait progresser, ça nous a régressé davantage. Les conditions dans lesquelles ce processus s'est déroulé n'étaient pas bonnes. Il y a eu le déploiement tardif des matériels, il y a eu la désinformation et la manipulation qui a conduit à ce que la population s'en prenne à certains bureaux de vote, que ce soit en Bujimaï, et pas se fier aux résultats qui sont publiés par des individus. Par exemple, aujourd'hui, on voit beaucoup des états-majors politiques qui font une fuite en avant et qui commencent à rendre public le résultat, qui ne sont pas sûrement conformes à la réalité, parce que ils n'ont pas pu couvrir toute la République. Même la commission électorale n'a pas pu à ce jour avoir tous les résultats, parce qu'il y a des bureaux qui votent, il y a les dépouillements qui sont en cours. Les bureaux de vote qui ont voté jusqu'à minuit continuent à faire les dépouillements jusqu'à midi. Donc, si aujourd'hui on publie les résultats et on appelle ça tendance, je crois que c'est tout simplement de la manipulation politique, et la population devrait s'abstenir de croire à ces résultats et attendre que la commission électorale publie les résultats. Alors, si les candidats estiment que leurs résultats ne sont pas conformes, si eux, ils ont déployé les témoins qui ont donné des résultats contraires, je crois qu'il faudrait attendre le moment venu, saisir la Cour constitutionnelle et les cours et tribunaux dans des provinces aussi pour obtenir justice et réparation. Nous tendons déjà vers la période pré-post-électorale. Le Front commun pour le Congo FCC, la famille politique de l'ancien président de la République Joseph Kabila dénonce ce qu'il a qualifié de chaos électoral. C'était dans une déclaration politique, dont une copie est parvenue à la rédaction de Géopolis Télévision. Pour ce faire, il tient le président de la République Félix Tshisekedi comme le seul responsable de ce qu'il qualifie de chaos électoral. Suivez ce commentaire pour en savoir un peu plus. Longtemps resté taciturne sur les questions brûlantes touchant à l'actualité sociopolitique de la République démocratique du Congo, le Front commun pour le Congo, FCC en sigle, plateforme politique de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, sort de ses gonds et fustige les élections tenues ce mercredi 20 décembre. Dans une déclaration signée ce même mercredi par Raymond Chibanda, son actuel coordonnateur, le FCC fait le constat de ce qu'il qualifie de chaos électoral organisé par la CENI avec un processus électoral émaillé d'irrégularités. Il tient le président de la République Félix Tshisekedi pour seul responsable au regard de sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions. Ainsi, la famille politique de Joseph Kabila invite ses cadres et militants à se tenir prêts pour les actions qui vont être décrétées. Elle estime que le régime de Kinshasa est dictatorial. C'est pour cette raison qu'elle appelle les Congolais à se prendre en charge car son attitude mène le pays au chaos, mais aussi ouvre la voie à une crise aux conséquences incalculables et tente à réduire à néant les avancées engrangées depuis 2001. Ce n'est pas en tout cas ce que pense le gouvernement congolais qui a encouragé les efforts de la CENI dans un communiqué signé par son porte-parole Patrick Mouyaya à tenir les élections dans le délai conformément à son calendrier de novembre 2022. Les dirigeants de Kinshasa ont par la même occasion félicité les Congolais qui se sont rendus en masse aux urnes pour remplir leurs devoirs civiques. Le FCC est la plateforme politique qui est venue en 3e position à la présidentielle de 2018. Pour ce cycle, elle s'était désolidarisée du processus électoral en appelant ses militants à ne pas se faire enrôler. Par conséquent, elle n'avait aligné aucun candidat à quelque niveau que ce soit. Dans le registre des réactions à ce processus électoral ce mercredi, les candidats présidents de la République Martin Fayulu, Denis Mukwege, Floribert Anzuluni et autres ont appelé à la réorganisation des scrutins au vu des irrégularités constatées le 20 décembre dernier. Moïse Katumbi et les 4 candidats présidents de la République qui lui sont alliés ont aussi rendu public une déclaration contestant le déroulement des scrutins. Ils ont également fustigé le retard de dispatching des dispositifs de vote et autres dysfonctionnements. Pour eux, il s'agit des manœuvres du camp du régime au pouvoir pour orchestrer la fraude. Malgré les aléas de ce scrutin organisé mercredi 20 décembre, nous défrayons
nous devrions tous mettre les intérêts de la patrie en avant. Ces propos émanent du docteur Justin Moudekereza, le candidat président au 4e cycle électoral, a recommandé à la population d'attendre le résultat dans la sérénité. Je vous propose de le suivre dans cet extrait choisi par Jojo Moulamba. De voter pour le futur dirigeant qui devront présider à la destinée de notre pays, notre mère patrie, en dépit de multiples aléas logistiques et techniques dans l'organisation de scrutins combinés. De ce fait, malgré ces aléas, nous devrions tous mettre les intérêts de la patrie en avant. Je vous recommande tous de rester calmes dans un élan de patriotisme responsable et attendre la publication de résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante CENI afin de pouvoir porter nos revendications devant l'institution compétente dans la légalité. Ne brûlons surtout pas notre cher et beau pays qui a déjà beaucoup de problèmes. C'est ici l'occasion pour moi de remercier l'ensemble de Congolais qui ont adhéré à notre vision à la suite de notre campagne électorale menée de manière moderne et avec précision. Bravo donc à toutes nos équipes qui ont fait porte à porte, bouche à oreille pour répandre davantage notre vision et convaincre nos électeurs à voter massivement pour nos idées nobles. Notre gratitude s'adresse aussi à tous les grands médias congolais qui ont relayé notre message sur toute l'étendue du territoire national et dont le rapport d'écoute nous ont encouragés. Nous restons donc confiants et demeurons optimistes que nous allons remporter la victoire qui sera la victoire du peuple congolais. En sport, la liste de 44 léopards de la République démocratique du Congo présélectionnés par Sébastien Desabre pour la 34e édition de la Côte d'Ivoire a été rendue publique ce mercredi 20 décembre 2023 et par la Confédération africaine de football. De cette présélection sortira 27 joueurs qui seront convoqué pour représenter la RDC à la grande messe du football continental. Le sélectionneur de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a publié mercredi 20 décembre dernier la liste des 44 léopards présélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. La phase finale de cette 34e édition se jouera du 13 janvier au 11 février dans les 5 villes de la Côte d'Ivoire, à savoir Abidjan, Bouaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro. Sébastien Desabre a ainsi agi conformément au règlement de l'organe fêtier du football continental qui exige l'envoi de la liste de joueurs sélectionnés 30 jours avant le début de la phase finale. Voici donc la liste des léopards présélectionnés. Gardien de but, Lionel Pansi, Dimitri Berthaud, Esdras Kabamba, Badjo Siadi. Défenseur, Brian Bayeye, Gédéon Kaloulou, Jordan Ikoko, Chancel Mbemba, Mokoko Amale, Bope Bokadi, Dylan Batobisika, Rocky Bouchiri, Arsène Zola, Axel Toazebe, Glodin Gonda, Arthur Maswaku, Vital Simba et Joris Kayembe. Milieu de terrain, Peli Ridok Panzou, Omenu Kemfoulou, Samuel Mutusami, Edo Kayembe, Charles Piquel, Aaron Chibola, Arnaud Lusamba, Gaël Kakuta, William Balikwisha et Niskens Kebano. Attaquant, Aldo Kaloulou, Achadra Kakolo, Jonathan Okita, Jackson Mouleka, Glody Lilepo, Jonathan Boingi, Yohan Wissa, Théo Bongonda, Grady Diangana, Simon Banza, Ben Malango, Cédric Bakambu, Meshak Elia, Fiston Mayele, Silas Katompa et Gaëtan Laura. Notons que de ces 44 présélectionnés sortira 27 joueurs qui seront convoqués le 26 décembre prochain par l'entraîneur de Léopard en vue de participer au stage à Abu Dhabi, mais également de participer à cette grande messe du football continental. Mesdames et messieurs, on va faire place maintenant à la page internationale.
Le Ghana, deuxième producteur mondial de cacao, est confronté à des risques croissants pour sa récolte de fèves en raison des mineurs illégaux et des contrebandiers, selon des responsables de l'industrie, des agriculteurs et des écologistes. Plessis Kouzola nous en dit plus. Alors que le Ghana traverse l'une des pires crises économiques de son histoire avec une inflation à 26,4% en novembre, l'exploitation minière illégale connue localement sous le nom de Galamsey pose un problème majeur pour la culture du cacao, l'un des piliers de l'économie nationale aux côtés de l'or et du pétrole. Le gouvernement, qui achète l'intégralité de la production du pays avant de la revendre à des sociétés privées, a consenti cette année une augmentation de 63% du prix payés aux producteurs, mais cela ne suffit pas à les dissuader de vendre leurs terres à des fins d'exploitation minière non déclarées. Actuellement, ils achètent la tonne de cacao à 1822 $, soit 1670 € aux producteurs. Selon le Cocoa Board, le Ghana a récolté 1 million de tonnes de cacao entre 2020 et 2021, mais ces chiffres tombent à 750 000 tonnes pour la récolte de 2022-2023 et sa prévision pour 2023-2024 oscille entre 650 000 et 700 000 tonnes en raison de l'impact des activités illicites. Outre la perte de terres agricoles, les activités minières contribuent également à la pollution de cours d'eau et nappes phréatiques en raison de l'utilisation de produits chimiques pour l'extraction. Autre défi pour la filière, les changements climatiques qui a aussi un fort impact sur la culture des cacao. 6 grandes régions du Ghana cultivent la précieuse fève. Les régions de l'Est, d'Ashanti, de Brongahafo, du centre, de la Volta et de l'Ouest. Mais en raison de la fluctuation de précipitations et de la baisse de la fertilité du sol, la production s'est déplacée vers l'Ouest. La région occidentale est aujourd'hui le principal producteur de cacao du Ghana avec 43% au total. Près de 303 millions de dollars américains ont été investis par le Fonds africain de développement pour un projet d'interconnexion électrique entre la Mauritanie et le Mali. Les 10 projets permettra aux deux pays de combler le déficit énergétique auquel fait face l'Afrique subsaharienne, surtout dans les coins ruraux. Une fois de plus, Plessis Kouzola. Pour financer les projets d'interconnexion électrique entre la Mauritanie et le Mali, le Fonds africain de développement a approuvé le 14 décembre un financement de 302,9 millions de dollars pour contribuer à la mise en œuvre de ces projets dans le cadre de l'initiative de Ser2Power. À travers ces financements, le Fonds africain de développement entend les aider à améliorer la situation et le développement des centrales solaires. L'objectif du projet est d'établir une interconnexion électrique haute tension de 1373 km avec une capacité de transit de 600 MW entre les deux pays, construire une centrale solaire de 50 MW à Kifa en Mauritanie, raccordée à l'interconnexion et raccordée au réseau électrique de 100 000 nouveaux foyers, dont 80 000 en Mauritanie et 20 000 au Mali. Le projet constitue en effet un maillon essentiel du réseau électrique de transport d'envergure régionale dit dorsale transsahélienne, dont les études sont en cours depuis 2021. Il permettra de relier la Mauritanie au Tchad en passant par 3 autres pays sans littoral que sont le Burkina Faso, le Niger et le Mali. La ligne 225 kV permettra également l'intégration de nouvelles centrales d'énergie renouvelable au réseau interconnecté de la sous-région, lit-on dans le document officiel. Ce journal est terminé. Je vous rappelle les titres. Le départ de la force de l'EAC de la République démocratique du Congo vient de s'achever ce jeudi 89 dernier. Les éléments du contingent kenyan ont pris l'avion la journée. Puis projet d'interconnexion électrique Mali-Mauritanie a connu un nouvel investissement de 303 millions de dollars américains des fonds africains de développement. Ce projet vise à combler le déficit électrique dans les deux pays. Voilà, nous sommes arrivés à la fin totale de ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et bonsoir chez vous.